Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Neige qui dit rien là. Tout à l'heure elle disait quelque chose et puis aujourd'hui nous sommes dimanche 15 août 2021, il est déjà minuit et 1 minute. Alors tout à l'heure, puisque on peut pas dire ce soir puisque c'était hier maintenant puisque c'était avant qu'il soit minuit. Bref, c'est un peu compliqué. Bon. Tout à l'heure, donc on a vu ce soir, sauf que non, ce soir, le soir n'est pas commencé, ça sera ce soir, ça sera dans 24 heures pratiquement, puisque on a déjà changé de jour. Donc voilà, tout à l'heure, on a vu un film, donc qu'on a commencé à regarder en mangeant, puis après on a fini le film. Donc on a vu le film jusqu'au bout, donc c'est un film que je connaissais pour l'avoir déjà vu 2 ou 3 fois, qui fait partie de mes films préférés, un film qui est considéré comme film culte par des millions de personnes, un film qui a une sacrée renommée et dont certaines phrases qui sont restées cultes et qui ont été dites et redites. Un film vraiment incroyable, on est pour moi sur un chef-d'œuvre. Un film que Zouglu tu n'avais pas encore vu, donc c'était la découverte. Mais tu t'étais fait spoiler quelques infos du film, malheureusement. Après, le film n'est pas tout récent, c'est un film de 1999. Voilà, donc normalement je ne devrais pas vous parler de ce film-là, puisque la première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Mais voilà, je vois pas comment je vais pouvoir faire mon parlant DVD si je ne parle pas de Fight Club. Euh, alors d'abord la petite anecdote, donc c'est un film que j'ai vu à l'époque de la PlayStation 2. Donc à l'époque de la PlayStation 2, avant qu'elle sorte la console, les lecteurs DVD étaient peu courants, ils coûtaient très cher. Donc moi qui avais beaucoup aimé la PlayStation 1, et du coup je m'intéressais un petit peu quand même au format DVD. J'étais très intéressé par la PlayStation 2, surtout en tant que console, mais pour me faire offrir à l'époque la console, évidemment, le fait qu'elle contienne un lecteur DVD qui permet de lire les DVD et qui coûte moins cher qu'un lecteur DVD, c'était l'argument un petit peu magique. Ce qui fait que j'avais pu avoir la PlayStation 2 donc Day One. Et les premiers DVD que j'ai eu, je les avais achetés de ma poche. À l'époque, j'étais ado. Puis après, je me suis mis à travailler, je me suis acheté d'autres DVD et puis voilà. Mais du coup, pendant un temps, j'avais très peu de films. J'en avais 2 ou 3 grands max. Le tout premier film que je m'étais acheté, c'était Fantôme contre Fantôme au Centre culturel de Leclerc de Mont-de-Marsan. C'était il y a très longtemps. Et du coup, donc mon père, lui, était dans une période à fond sur les DVD. Il en achetait beaucoup et donc il me prêtait les films qu'il achetait. Et du coup, parmi les nombreux films que j'ai pu découvrir de sa collection, il y avait le Fight Club. Il avait d'ailleurs cette même édition. Et du coup, pour moi, c'était une édition emblématique. Et du coup, ça, depuis des années que je cherchais à m'acheter le film sous format physique. Je voyais dans les hypermarchés l'édition standard avec une autre jaquette et franchement pour avoir vu un petit peu ce que donnait la version collector, je n'envisageais pas une seule seconde d'avoir l'édition standard qui ne rendait pas hommage à ce film-là. C'était vraiment cette édition-là que je voulais, édition collector. Et puis j'ai fini par la trouver, je sais plus, il y a quelques années, donc j'ai fini par la trouver, je crois sur Rakuten, donc il faudrait que je vérifie sur mon fichier Excel. 9 sous blister vendus en particulier à un prix assez correct. Et donc voilà, on est quand même sur une magnifique édition qui contient, bah oui, puisqu'elle était un 9 sous blister, il me semble. Qui contient. Ouais. Et le carton aussi du coffret est un état impeccable puisqu'il était neuf, tandis que lorsque c'est d'occasion, des fois les coffrets cartonnés ont beaucoup souffert, ont été malmenés. Donc là, on est vraiment sur un état incroyablement conservé. Et du coup, il y a 2 DVD, donc on n'a pas regardé les suppléments, mais il y en a quand même beaucoup. Alors pour vous dire, donc le premier DVD, donc c'est le film avec les commentaires audio de David Fincher, le réalisateur, Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter, en sous-titré français. Dans le deuxième DVD, on a les suppléments, donc les coulisses du tournage en 17 séquences audio avec commentaires audio et multi-angles, des scènes coupées, clips vidéo, storyboard, bande-annonce, spot TV US,
biographie de l'équipe du film, interview d'Edward Norton, plus de 150 photos du tournage, des décors et d'illustrations et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, après je vais vous montrer le détail du coffret. Mais voilà, donc je tenais à vous faire cette petite anecdote. Et puis maintenant, on va parler du film. Je vais peut-être vous montrer quand même avant d'aller sur Synopsis le coffret en détail. Alors, voilà, on a un fourreau comme ceci. Et on a une première ici, on voit Tyler Durden dit utiliser du savon, use soap. Ensuite, ça se déplie comme ceci. On a un petit livret avec derrière les chapitres. Elles disent comment démarrer le combat. Donc je vais pas vous lire tout l'intérieur parce que ça risque d'être long, mais il y a pas mal de détails, d'informations intéressantes. Là, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il y a des photos également. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, ça se déploie comme ceci, avec les deux DVD. Hop, maintenant je range proprement tout dans sa boîte. Et on va parler de synopsis. Alors, c'est vrai que j'ai tendance parfois, quand je fais un petit peu mes résumés, tout ça, à spoiler un petit peu. Des fois, je me fais gronder un peu par Zoulut. Mais là, je vais essayer d'être vraiment très... réussi à ne pas me spoiler. Oui, ça fait des années que je voulais qu'on voit le film ensemble avec Zoulut et j'ai réussi à ne pas lui spoiler. C'est que récemment, il y a quelques jours, qu'elle s'est fait un petit peu spoiler par Facebook. Ça fait quand même quelques semaines. J'ai réussi à ne lui rien dire. En même temps, Zoulut m'a fait découvrir un film qui a certains éléments, on va dire, un petit peu en comparaison avec le Fight Club. C'est un film qui s'appelle Les Autres. Je n'en dirai pas plus parce que ceux qui ont vu Les Autres risqueraient d'imaginer un petit peu sur le genre de surprise sur lequel on pourrait tomber. Donc voilà, je vais essayer d'être vraiment le plus minimaliste possible dans mon résumé. Déjà, tout simplement parce qu'on n'est pas censé parler du Fight Club. Et d'ailleurs, justement, ça peut être interprété, après moi c'est une question de point de vue, c'est mon point de vue, mais quand dans un passage du film, le personnage, un personnage donc explique les règles du Fight Club. Donc la première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. La deuxième règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Après, les autres règles sont différentes. Mais pourquoi c'est vraiment la première règle et pourquoi elle est redite deux fois? Cette règle-là, elle s'adresse à la fois aux futurs membres du Fight Club qui arrivent, mais elle s'adresse également aux téléspectateurs, à nous en fait. Parce que c'est un phénomène bien connu, parce que le film à la base est sorti au cinéma, que des gens qui quand ils voient un film au cinéma, d'ailleurs c'est pour ça que souvent maintenant les cinémas sont construits de manière à ce que la porte de sortie du cinéma ne coïncide pas avec celle d'entrée en fait, que du coup que les gens que les cinémas sont construits de telle manière que les gens qui rentrent dans le cinéma ne croisent pas ceux qui sortent du cinéma, parce que les gens ont tendance à bavarder, à parler entre eux et à dire des éléments scénaristiques vraiment très importants et gâchent le plaisir après de voir le film. Et qu'est-ce qui se passerait en fait si les gens en sortant du cinéma parlaient à la fois dans le cinéma mais également entre eux autour d'eux du film? En fait, c'est un film qui a un scénario vraiment très fort, qui véhicule beaucoup d'émotions et qui a quand même un dénouement très intéressant. Se faire spoiler ce film-là, c'est se faire gâcher le film en fait. Donc c'est pour ça que oui. Tu sors, t'entends un qui dit oh mince. Oui, c'est un phénomène qui est connu depuis des années et des années. Et forcément, le réalisateur n'est pas un idiot. Franchement, David Fincher, c'est un réalisateur de génie qui a fait des films incroyables. Pour citer un de tes films préférés, par exemple Seven. Donc voilà, se faire spoiler
Oui, voilà. Mais voilà, se faire spoiler les films, c'est vraiment dommage. Et c'est là que le réalisateur, en fait, il a eu l'idée géniale des règles du Fight Club. C'est à la fois, ça fait partie du scénario et de l'histoire, c'est important pour l'histoire, mais c'est également un petit clin d'œil pour les téléspectateurs. Évidemment, il faut le comprendre, le clin d'œil. Mais voilà, donc c'est pour ça que, du coup, on va essayer de ne pas trop en dire. Et puis, après, tant que je ne parle pas du projet Chaos, ça va. J'aurai pas trop de problèmes, je pense. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui ont vu le film, mais je n'en dirai pas plus. Maintenant, passons un petit peu sur le synopsis. On va lire au dos de la boîte. Jack ne souhaite qu'une chose, s'évader de son quotidien monotone. Très vite, il rencontre Tyler Durden, un vendeur de savon charismatique à la philosophie tordue et anarchiste. Ensemble, ils décident de créer un club de combat clandestin dont les règles s'établissent partout dans le monde. Règle numéro 1, il est interdit de parler du Fight Club. Règle numéro 2, il est interdit de parler du Fight Club. Réalisé par David Fincher, Seven, The Game, Alien 3, avec Brad Pitt, Seven, L'Armée des 12 singes, Edward Norton, Les Joueurs, American History X. On pourrait citer aussi Hulk, tiens, par exemple. Quoique c'est pas son meilleur film, Edward Norton. Et toi, tu pourrais citer, par exemple, pour The Glut, Au nom d'Anna. Et Helena Bonham Carter. Alors là, il cite pas des films ou du boîtier, mais par exemple, le truc qui vient le plus évident, Harry Potter, Béatrix Lestrange. Mais on l'a vu également souvent dans les films de Tim Burton, par exemple. On l'a vu aussi dans beaucoup Tim Burton. ouais, dans Big Fish, on l'a vu dans Big Fish, dans Harry Potter, dans plein de trucs. Non, mais pour Big Fish. Mais dans d'autres trucs de Tim Burton, mais on l'a, je sais pas, sur une année de DVD qu'on en a vu et qu'on en a parlé en parlant DVD, elle a dû apparaître facilement au moins dans 10 films, quoi. Et encore, je suis sûr qu'on a d'autres films où elle a joué dedans qu'on n'a pas vu encore. Donc c'est une actrice qui en même temps, elle est facilement reconnaissable. Autant il y a un acteur qui est un vrai caméléon, on n'arrive jamais à le reconnaître dans les films, sauf quand on le voit après sur le machin. C'est Gary Oldman qui a vraiment un don pour jouer les caméléons. Autant elle, au contrario, Helena Bonham Carter, elle a quasiment toujours le même look, ou alors vraiment quelque chose qui se dégage d'assez similaire, avec ses cheveux un petit peu en pique, tout ça, avec un look un peu sombre. Cendrillon, on l'avait vu avec Le film Cendrillon? Si, si. Si, le film Cendrillon Disney, oui, on l'a même reconnu. Ouais. Oui, elle joue dedans. Elle joue dedans. Je suis en train de regarder, vas-y. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui nous était dit là au dos du boîtier. Alors maintenant, on va parler un peu du film. Enfin, on va parler, comme je l'ai dit, succinctement. Donc on a quelqu'un, donc un homme qui a une vie un petit peu sur un train-train, donc il a des habitudes, et on voit que dès les premiers... Ah oui, elle jouait dans Merlin, le téléfilm Merlin en deux parties, oui, je me souviens, on l'avait reconnu d'ailleurs. Elle jouait pas la sorcière, la méchante, je crois. Donc oui, mais là on est sur le résumé. Oui, mais je suis sur toujours la même chose. Bah c'est tout, on va attendre que tu as fini alors. Parce que si tu... Regarde les films qu'on a vus avec Oui, mais si tu me coupes tous les 2 secondes, je vais pas avancer en fait. J'ai bientôt fini. Ouais, moi j'ai oublié ce que je disais déjà. Bah voilà, c'est pas grave. Bah, tu peux pas attendre qu'on soit sur la fiche Wikipédia pour ça. Allez, c'est bon, j'ai fini. Donc voilà, donc on a le personnage donc qui nous est présenté au début. Donc il a une vie où ça ressemble un petit peu à un train-train, qui semble un petit peu monotone. D'ailleurs, il n'a pas l'air spécialement heureux. Donc il parle d'ailleurs un peu aussi en voix off. Il explique son quotidien. De quoi comme là, tiens, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Oui, mais j'aimerais bien avancer un petit peu quand même. Et si je recommence à zéro à chaque fois. Et donc, et on le voit également donc par rapport à son travail, tout ça, qu'il est amené à faire des déplacements. Il aime bien également acheter tout ce qu'il trouve dans les catalogues Ikea. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à un épisode de Friends, la série Friends, le fameux épisode où Rachel achète de manière compulsive tout ce qu'elle trouve dans le catalogue de mobilier moderne. Non, c'est pas un catalogue, c'est un magasin.
Oui, mais elle utilise un catalogue. Au début de l'épisode, on la voit en train de feuilleter le catalogue et elle regarde dans le catalogue et après elle va acheter dans le magasin. Parce qu'il y a le magasin qui est coté. En même temps, c'est une enseigne qui a des magasins un peu partout. C'est une chaîne là, dans la série Friends. Après, c'est peut-être pas une chaîne qui existe vraiment, mais bon. Après, ils ont peut-être fait allusion à une autre chaîne qui existait, plus connue. Mais bon, bref, donc on a Rachel donc, qui, dans cet épisode-là, commande de manière compulsive du mobilier chez Mobilier Moderne. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, elle est en colocation avec Phoebe. Phoebe, elle n'aime pas trop ça. Elle préfère plutôt les choses authentiques qui ont vraiment un réel passé, quelque chose de plus vivant. Et donc, le souci, c'est qu'elle a peur de froisser Phoebe. Donc, ça va être toute une histoire. Enfin voilà, donc on a, je sais pas comment ça se fait, mais donc du coup, ça, quand il explique un petit peu son truc, qui commande tout ce qu'il trouve dans le catalogue Ikea et que du coup, il y a quasiment tout ce qui est dans le catalogue se retrouve quasiment dans son appartement, tout ça, ça fait penser un petit peu à un moment donné où lorsque Rachel et Phoebe se retrouvent devant la vitrine de Mobilier Moderne et Phoebe constate avec horreur que tout ce qui est dans la vitrine est dans son appartement à l'exception d'un objet. Donc ça fait penser un petit peu. De quoi? Ouais, la petite lampe. Donc ça fait penser un petit peu à ça. Et donc au détour d'un de ces voyages d'affaires, donc ce monsieur-là, ce protagoniste, il fait la rencontre dans un avion de Tyler. Et du coup, donc après une petite discussion, tout ça, il change les cartes de visite. Et oui, mais ça, après, faut pas. Si on explique tous les ficelles. Oui, mais après, on va essayer de spoiler au minimum, donc. Mais non, mais ça peut se oui, mais c'est pas. Oui. Mais bref, donc c'était un ami pour l'instant, enfin pour le temps du voyage. C'est comme quand on fait beaucoup de voyages en train, qu'on discute avec des personnes. Des amis, et du coup, il a inventé le concept d'amis à usage unique. Donc c'était le temps du trajet en avion. Donc voilà, c'était apparemment important pour The Glut. Donc bref, sauf que quelques temps plus tard, donc notre héros, donc notre personnage principal, a un problème. Donc il a un appel de la police qui signifie qu'il y a eu un souci chez lui. Non, il arrive devant chez lui. Ah, il ne reçoit pas un coup de fil avant et puis après il constate. Ah bon. C'est quand il arrive devant chez lui. Ah oui, c'est après. Donc voilà, il découvre à un moment donné que là où il vivait, son appartement a explosé. Et du coup, il se retrouve temporairement sans domicile, ou du moins le temps que les assurances, tout ça fonctionne. Et donc, il se retrouve face à un dilemme. Soit il appelle donc une inconnue qu'il a rencontrée lors d'événements de thérapie, en fait, ouais. des gens qui suivent des thérapies, tout ça, pour des grandes détresses, tout ça, des souffrances et autres. Donc il allait à ces réunions-là en fait pour se sentir mieux, et il avait fait et aussi pour se libérer. Il a fait la connaissance d'une dame qui allait également à tous ces endroits-là, mais pour une autre raison, elle plus matérielle, on va dire. Du coup, mais le fait que de la croiser toujours à toutes ces réunions-là, ça le gênait un petit peu, et donc ils avaient oui, mais il avait besoin également de se concentrer, pour lui d'avoir ces moments-là rien qu'à lui. Donc ils avaient réussi à passer un accord, mais il avait quand même échangé les coordonnées avec cette jeune femme. Et finalement, donc le jour où il se retrouve en détresse, il se retrouve face à un choix cornélien. Est-ce qu'il appelle la jeune femme ou est-ce qu'il appelle son ami à usage unique, Tyler Durden, qu'il a rencontré peu de temps avant. Et donc finalement, la jeune femme, ça va être un personnage qui va être amené à croiser et à recroiser, donc à revoir plusieurs fois tout au long de l'aventure du film. Un des personnages importants de l'histoire, mais finalement donc il va, donc je suis obligé de spoiler moi cet élément-là. Il va donc prendre la décision plutôt de faire appel à son ami à usage unique. Et donc les deux compères vont passer du temps ensemble et ils vont monter le fameux club qui donne le titre au film, le Fight Club.
Donc après ça, je vais pas aller plus dans les détails parce que ça serait vraiment dommage et ne pas vous rendre service de trop vous en parler, ça serait trop dommage. Et donc, bref, après de quelque chose créé qui va leur faire beaucoup de bien, ce fameux Fight Club, finalement, après, ça va évoluer et prendre certaines proportions. Et du coup, donc, notre héros va se retrouver complètement dépassé sur tout ce qui lui arrive. Et voilà, je peux pas résumer plus sans spoiler des trucs importants. Je pense qu'on a dit un petit peu le principal. Donc maintenant, on va essayer de parler un petit peu du film sans aller sur le scénario. Donc moi, franchement, c'est un film que j'avais vu plusieurs fois, donc mais ça faisait des années que je l'avais pas vu. Même si je connaissais déjà l'histoire, mais que j'avais oublié certains détails, du coup j'ai redécouvert des détails, mais je me souvenais quand même des grandes lignes et évidemment du dénouement du film. Mais voilà, malgré tout, ça fait partie des films qui m'ont vraiment marqué. Et franchement, c'était juste du pur bonheur de revoir ce film-là. Donc pour moi, fait vraiment partie des meilleurs films du cinéma. Donc c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre, un classique à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Si on doit avoir qu'une poignée de DVD dans sa collection, c'est un film qui doit en faire partie pour moi. Après, tout le monde sera peut-être pas du même avis que moi, mais bon, voilà. Des fois, il y a des films qui ont fait trop de bruit pour l'intérêt réel, mais ça, c'est vraiment un film vraiment incroyable et bouleversant. Après, c'est un film qui traite pas mal de sujets et également qui fait part aussi de problèmes qui touchent notre société actuelle, ouais, voilà. Et donc, à travers une crise que l'on pourrait connaître éventuellement, nos héros vont chercher à trouver des solutions et à aider leurs prochains dans des méthodes qui ne sont pas forcément des méthodes qui plaisent à tout le monde. Très conventionnelles également, ouais, voilà. Voilà, mais c'est vraiment très impressionnant et vraiment c'est un film incroyable. Moi, franchement, je vous le recommande sans sourciller. Attention quand même aux images subliminales. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Ceux qui savent, ils savent. Mais n'oubliez pas, la première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Ou plutôt d'en parler, mais vous pouvez en parler, mais il faut pas spoiler, surtout pas spoiler. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors je vais bien faire attention avant de lire certaines lignes pour ne pas spoiler sans faire exprès des trucs qu'il ne faut pas spoiler. Donc je vais regarder et puis je dirai ce qu'il faut en dire, mais apparemment la fiche Wikipédia a l'air très complète, même trop complète. Du coup je vous déconseillerais de la regarder tant que vous n'avez pas vu le film, sinon vous risquez de vous faire spoiler beaucoup de choses, je pense. Alors, Fight Club est un film américain de David Fincher sorti en 1999 et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, publié en 1996. Donc c'est un film adapté d'un roman. Et c'est bien ce que je craignais. Donc voilà, je peux pas vous lire la deuxième ligne parce que on arrive sur du spoil dès la deuxième ligne. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur la partie du haut du truc. Pareil, le synopsis, je vais pas lire du tout. On va aller directement sur la fiche technique. Titre original est français, Fight Club. Réalisateur David Fincher. Scénario Jim Hulse, mais d'après le roman homonyme de Chuck Palahniuk. Société de distribution 20th Century Fox. Aux États-Unis et international, et pour la France, l'UGC Fox Distribution. Budget 63 millions de dollars, pays d'origine États-Unis. Langue originale anglais, genre drame thriller, durée 139 minutes. Date de sortie en salle en Italie le 10 septembre 1999 à Mostra de Venise, le 29 octobre 1999 en sortie nationale. États-Unis et Canada le 15 octobre 1999, France, Belgique et Suisse le 10 novembre 1999, Allemagne le 11 novembre 1999. Classifié restricted aux États-Unis. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas un film tout public.
C'est pas non plus un film gore, mais disons qu'il y a certaines scènes qui ne sont pas faites pour un tout public. C'est pas un film familial, quoi. C'est vraiment un film pour grandes personnes. Et il précise violence, sexualité et langage. En France, il est interdit au moins de 16 ans. Au Québec, 16 ans et plus. Casting: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meatloaf, Zach Grenier, Jared Leto. Eh oui, Jared Leto, il jouait Gueule d'Ange. C'était pas celui qui était les cheveux décolorés là, tu sais, platine. Ça se peut parce qu'il il ressemble un petit peu. C'est parce que c'est le même qui joue le Joker dans Suicide Squad, le premier film. Et en fait, justement, tout le monde croyait que le premier film Suicide Squad serait impressionnant et que que le Joker aurait un rôle incroyable. Et en fait, c'était juste l'acteur qui jouait Jared pendant le tournage du film qui a fait trop parler de lui, alors qu'il avait l'un des plus petits rôles où on le voit quasiment 2 minutes dans le film et encore, même pas sûr. Donc, et qu'un des personnages les plus insignifiants et les moins intéressants du premier film Suicide Squad. Le seul personnage qui avait vraiment de la consistance, c'était celui d'Harley Quinn. D'ailleurs, je crois que c'est une des seuls à être gardé pour le reboot. Donc voilà, c'est un acteur qui a trop fait parler de lui pour rien dans Suicide Squad. Et donc, c'est marrant du coup de revoir son nom dans Fight Club. Ensuite, Eion Bailey qui joue Ricky. David Andrews, ensuite David Lee Smith, Peter Iacangelo, Tom Gossum Jr., Michael Sheamus Wilde et Richmond Arquette. Oui, des fois je dis les acteurs et ce qu'ils ont fait comme rôle, mais je risquais de spoiler certaines choses, donc je préfère éviter. Ensuite, ça parle de la production, développement. Donc là, pareil, il y a de grands pavés, tout ça, mais on va éviter de trop lire, ce serait risqué de spoiler. Le choix des acteurs. Russell Crowe avait été perçu à un moment donné pour jouer le rôle de Tyler. Et franchement, non. Pour moi, Russell Crowe, j'aime bien cet acteur-là, mais franchement, ce rôle-là ne pouvait aller qu'à Brad Pitt. Après, c'est parce que tu connais. Ouais, mais Brad Pitt était génial dans le rôle de Tyler, et j'aurais du mal à imaginer Russell Crowe dans le même rôle, quoi, maintenant. Autant Russell Crowe est bien dans certains films, mais là. Bon, après, ça explique certaines choses, mais je vais éviter de trop lire. Ça parle du tournage, des post-productions, la bande originale, oui. Alors, je n'ai pas fait attention trop plus que ça dans les musiques dans le film. Moi, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est surtout quand le film se termine, la bande originale, pendant le générique de fin, elle est juste incroyable, quoi. Ils disent, bande originale, David Fincher craint que des artistes ayant l'expérience en composition de musique des films soient incapables de relier ensemble les thèmes de son film et recherche par conséquent un groupe qui n'a jamais travaillé dans ce domaine. Il pense d'abord à Radiohead avant d'orienter son choix sur le duo de Brick Best The Dust Brothers, formé par John King et Mike Simpson. Le duo crée une bande originale post-moderne incluant des boucles de batterie, des scratchs électroniques et des échantillons créés par ordinateur. Mike Simpson, l'un des 2 membres du groupe, explique que Fincher voulait que tous les aspects du film soient novateurs et que leur bande originale non traditionnelle a aidé à accomplir cela. La chanson de la scène finale et du générique est Where is My Man des Pixies. D'accord. Donc il faudrait que je vous le note parce qu'elle était vraiment sympa cette musique. Après ça parle de la sortie du box-office. Alors j'essaie de regarder ce que je peux dire sans spoiler. Ils disent alors ils rejettent également l'idée de Fincher de faire 2 faux messages publicitaires d'intérêt public présentés par Pitt et Norton et finance à la place une campagne de promotion en grande échelle d'un coût de 20 millions de dollars qui met en avant les scènes de combat. Malgré les protestations de Fincher, les spots publicitaires télévisés sont principalement diffusés pendant les émissions de catch de la WWE. Donc ils ont fait la promotion du film par des pubs où ils montrent que les scènes de combat. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un film qui a eu une vision bien au-delà de ça. Ils ont fait apparemment des vrais savons modelés aux savons emblématiques du film. Je vois des images, tout ça sur Wikipédia. Oui, Carla, t'as une belle balle, je sais.
La première du film a lieu à Mostra de Venise en 1999, le film sort aux États-Unis, etc. Bon, ça on l'a déjà vu. Et il rapporte 11 35 485 dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il reste une semaine en tête du box-office aux États-Unis. Il rapporte au total 100 853 753 dollars dans le monde entier, dont 37 30 102 dollars aux États-Unis, ce qui en fait un semi-échec commercial. Il réalise 1 65 155 entrées en France, 242 366 en Belgique et 144 077 en Suisse. Dans le reste de l'Europe, il dépasse également le million d'entrées au Royaume-Uni et en Allemagne. Accueil critique, donc c'est pareil, c'est vraiment trop long pour que je lise tous. Il y a des partisans et des détracteurs, donc apparemment il y a des gens qui adorent, d'autres qui sont contre le film. Rotten Tomatoes fait état de 80%, ce qui est vraiment un très bon score, avec un score moyen de 7,4 sur 10 pour 161 critiques. Sur Metacritic, 66 sur 100 pour 35 critiques. Ils disent parmi les critiques positives, David René de Variety estime que le film est incroyablement en phase avec son époque, une réflexion parfaite sur le malaise du millénaire. Voilà, je ne vais pas aller dire plus parce que je risque de spoiler des trucs, mais ouais, il y a vraiment, donc les gens, il y a des gens qui ont compris le film et il y a des gens parmi les critiques qui n'ont peut-être pas compris le film. Voilà, après c'est le paragraphe est vraiment très très long, donc et puis il faudrait faire le tri dans tout ce que je pourrais dire, ce que je peux pas dire. On va passer à la suite, distinction, donc il y a quand même des distinctions. Ensuite il y a un très long paragraphe sur l'analyse du film, là c'est pareil, ça risque de spoiler énormément. Édition en vidéo. Sur le marché vidéo, Fight Club est distribué le 15 novembre 2000 en DVD, en édition simple et édition spéciale. L'édition simple contient seulement un commentaire audio, alors l'édition spéciale comprend en plus un DVD de bonus. Je pense qu'ils font référence à l'édition collector, c'est le clona. En 2001, Entertainment Weekly a classé l'édition double DVD de Fight Club à la première place de sa liste des 50 DVD à posséder absolument, avec un commentaire: le film peut être beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens, mais le DVD est tout simplement du pur génie. Les ventes de DVD du film comptent parmi les plus importantes réalisées par 20th Century Fox, permettant au studio de réaliser plus de 10 millions de dollars de bénéfices malgré les pertes initiales dues à l'échec du film lors de la sortie en salle en Amérique du Nord. Donc le DVD a permis de rattraper le coup. C'est comme si à la sortie cinéma, les gens n'avaient pas beaucoup parlé du film. Comme s'ils avaient respecté la règle du Fight Club. C'est marrant. La version en disque Blu-ray est sortie le 17 novembre 2009 en région A, le 25 novembre 2009 en région B. Elle comporte 4 commentaires audio différents, celui de David Fincher, celui de Fincher, Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter, celui de Chuck Palahniuk et Jim Hulse, et enfin celui de l'équipe technique, ainsi que de nombreux bonus. Elle s'ouvre avec un menu d'accueil qui est celui du film Collège Attitude de 99 avant d'afficher le vrai menu. Fincher a obtenu la permission de Drew Barrymore pour inclure ce faux menu d'accueil. Ah, c'est un petit troll. En fait, sur le Blu-ray, tu crois que tu vas regarder Collège Attitude, et non, en fait, c'est Fight Club. C'est marrant, c'est génial. C'était vraiment une super idée. Adaptation en jeu vidéo. Un jeu vidéo également intitulé Fight Club est sorti en 2004 sur PlayStation 2 et Xbox. Ah, ça, j'étais pas au courant. L'accueil critique de celui-ci est assez mauvais. Le site jeuxvideo.com reprochant au jeu de ne s'attarder que sur les combats et de délaisser les autres aspects du long métrage. Ah, ça serait dommage. Gamecult en parle comme d'un titre à oublier très vite. Il est aussi un échec commercial ne s'écoulant qu'à 290 000 exemplaires. Après, ça parle de la postérité. Fight Club est l'un des films les plus controversés des années 90. Comme plusieurs autres films sortis la même année, Magnolia, Dans la peau de John Malkovich, Les Rois du désert. Les Rois du désert, je l'ai vu plusieurs fois, je l'avais en DVD avant. Magnolia, je l'avais en DVD aussi avant. Je l'ai vu au moins une fois. Après, ouais, je risque de spoiler des trucs, donc on va éviter de trop lire là-dessus. Et puis c'est tout. Alors le DVD, donc je crois que j'avais acheté sur Rakuten, mais ça fait un petit moment, donc j'ai oublié. Et puis j'ai oublié d'ouvrir mon fichier Excel. Donc là, si on cherche en DVD, alors malheureusement l'édition collector comme celle-ci risque d'être un peu compliquée à trouver. En tout cas, sur Amazon, elle n'est plus commercialisée. Donc vous pouvez trouver encore l'édition standard, mais qui est ma foi moins sympathique à avoir dans sa collection. Mais celle-ci, maintenant, il faudra aller plutôt sur les sites d'occasion, style Rakuten, eBay, peut-être Vinted. Mais voilà, faut voir chez les vendeurs pro et les particuliers. Ou peut-être après, si on n'est pas trop regardant sur l'état du boîtier, dans les magasins cash ou en brocante, donc voir sur l'occasion. Mais il va commencer à être difficile à trouver
les coffrets collector comme celui-là. J'ai eu la chance de l'acheter pour pas très cher il y a quelques années sur Rakuten. Mais là, je vois par exemple sur Amazon, même des vendeurs pro des particuliers, il n'y a rien, c'est marqué juste actuellement disponible. Après, si vous voulez que le film et que vous en fichez du reste autour, l'édition standard toute simple, elle est encore expédiée, vendue par Amazon pour 7,99 €, ce qui est un prix assez correct. Mais franchement, quand on voit l'édition collector et quand on voit la jaquette de l'édition single, voilà, la jaquette édition, le single, elle a pas le niveau clairement. Et je crois que j'ai déjà vu d'autres jaquettes alternatives en hypermarché pour l'édition single, mais là pour moi Fight Club c'est l'édition collector. C'est comme certains films que j'avais avant en collector et que du coup je ne veux pas racheter en édition single parce que je les ai plus. C'est Die Hard. Die Hard 2-3, je l'ai vu uniquement en collector et c'est pas évident d'arriver à trouver les 3. Qu'on ne parle pas des Die Hard après le 3. J'ai vu le 4 une fois, c'était une horreur et je n'ai pas trop envie de voir les autres d'après. Pour moi, Die Hard c'est une trilogie mythique. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le film. J'espère ne pas avoir trop de problèmes. Allez, à très bientôt. Une bonne continuation de week-end. Et on se retrouve dans très peu de temps sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming. Je vais tester donc la bêta de Back 4 Blood fait par les créateurs de Left 4 Dead. Est-ce que le jeu est bien ou est-ce qu'il est mauvais? Ça va de la découverte. Allez, à très bientôt. Salut.